Monsieur Gogol de Danny Robert Dufour. Danny Robert Dufour nous avait donné l'an dernier un dialogue philosophique à la façon de Platon. Il récidive cette année. Son dialogue met de nouveau aux prises Socrate et Calliclès. S'ils se rencontrent aujourd'hui, c'est pour reprendre et prolonger la discussion qu'ils ont entamée voici 2500 ans, relatée dans ce fameux dialogue de Platon, le Gorgias. Mais pourquoi avoir réveillé Calliclès de son long sommeil narcinique? Tout simplement parce qu'il est un des seuls interlocuteurs de Socrate à avoir résisté à ses arguments et à ne s'être jamais laissé convaincre par lui. Calliclès est hostile à la philosophie. Il est défenseur d'une sorte de morale volontiers immorale, opposant les forts et les faibles. Il conteste les lois de la cité au nom des lois de la nature. Bref, il prône un désir sans limite, ce qui en fait un personnage très actuel. Doté de la double puissance, c'est-à-dire de la toute-puissance que peut désormais conférer la technique et la finance, il serait bien capable de provoquer quelques changements décisifs dans la condition humaine. Alors, Socrate, tu métempsychoses toujours? Je persévère, Calliclès. Et maintenant, qui es-tu? Devine. Alors, autant que je m'en souvienne, tu distinguais 3 espèces de métempsychose. Pour parler comme ceux que tu as initiés à la question de la supposée migration de l'âme immortelle vers un nouveau corps mortel. Quand dans cette âme humaine, c'était l'épitumia qui dominait, c'est-à-dire les pulsions, tu disais qu'elle se réincarnait en un animal licencieux, comme par exemple le pluvier. Cet oiseau qui mange et qui défèque en même temps, parce qu'il n'en a jamais assez. Ou comme le cochon qui se goinfre sans cesse. Ça pouvait aussi donner ou redonner un homme intempérant, sujet à l'hubris, c'est-à-dire à la démesure. Un peu comme moi, donc. Que la mesure ennuie beaucoup. Quand c'était le thumos, c'est-à-dire l'agressivité qui prenait le dessus, tu prétendais que l'âme se voyait transmigrer dans une bête de proie. Cela faisait ton désespoir. Pas moi. Car j'ai toujours pensé qu'il fallait bien, mais cela, tu n'as jamais voulu l'admettre, que quelques hommes deviennent des prédateurs, c'est-à-dire des loups. Car sans eux, les autres hommes seraient devenus de gentils agneaux endormis sur leur petit laurier. Quand enfin c'était le logistikon, c'est-à-dire la partie raisonnable de l'âme, qui commandait, on se réincarnait en animal grégaire. Et comme là était ton modèle, Socrate, tu es venu et revenu en homme soucieux du vivre ensemble, de la République, des lois, de la convivialité et autres fariboles. Et c'est ainsi, cher ami, que vers l'an 400, tu as pu développer tes penchants monothéistes dans celui que la postérité a appelé Saint Augustin, qu'on a vite érigé en père de l'Église. Soit un homme qui, après avoir mené dans sa jeunesse une vie de grand fornicateur devant l'Éternel, priait ses ouailles de modérer leur passion. Beaucoup de bêtes grégaires. Plus tard, je t'ai vu aussi, à l'époque des Lumières, logé dans la tête du dénommé Kant, le grand éclaireur de la morale moderne, celui qui prétend qu'on ne devient soi que lorsqu'on considère l'autre. L'autre. Toujours l'autre. L'autre comme une fin en lui-même et non un moyen pour réaliser ses fins. Si bien parti, tu n'as évidemment pas pu résister à la tentation d'aller faire un petit tour dans la peau du vieux barbu, je veux dire du working class hero, Carlos Marx.
Et tu l'as squatté pour développer les thèses sur le communisme que tu avais esquissées au livre 5 de ta République. Après, j'ai un peu perdu ta trace au cours du siècle numéro 20. Mais je crois bien que tu es de retour aujourd'hui. Alors, qui es-tu maintenant? Je te le dirai, cher Caliclès, quand tu me diras toi-même qui tu es. Il se trouve que moi aussi, je t'ai suivi à la trace. Par exemple, je t'ai vu devenir Caligula et hurler à tue-tête dans le palais de Tibère, ton père adoptif, cette maxime qui t'enivrait: j'aime le pouvoir parce qu'il donne ses chances à l'impossible. Oui, je te rappelle, mon bon Caliclès, que pour te calmer, il fallut alors te tuer. Je t'ai vu aussi en Don Juan, le grand seigneur méchant homme défiant le commandeur. Et là encore, le festin promis s'est plutôt mal terminé pour toi. Tu fus ensuite Sade, le divin marquis, qui soutenait que la destruction étant une des premières lois de la nature, rien de ce qui détruit ne saurait être un crime. Celui qui affirmait aussi que tout est absolument permis et que le seul crime serait d'y résister. C'est ainsi. Entre le cas Kant et le cas Sade, tu as choisi ton camp, Caliclès. Résultat, 27 ans d'enfermement et ensuite l'enfer des bibliothèques. Je t'ai vu aussi devenir Nietzsche, celui qui justement célébrait l'oiseau de proie, l'aigle, qui susurrait aux agneaux: je ne suis pas méchant, je vous aime bien, vous les agneaux. D'ailleurs, rien n'est plus savoureux qu'un petit agneau. Oui, Caliclès, tu as enfanté Nietzsche, qui se réclamait après toi de la morale des forts, celle qui exalte la puissance, l'égoïsme, la volonté de faire tout ce qu'on veut, sans limite. Ce qui t'a conduit à finir ta vie, tes 10 dernières années, dans un asile de fous. Au siècle XX, tu eus plusieurs vies, tueuses, mais tumultueuses. Mais surtout, te voilà triomphant aujourd'hui. Tu t'appelles Monsieur Gogol. Est-ce que je me trompe? Google. Google, c'est moi. Ce nom, je le tiens du nombre mathématique appelé Gogol, correspondant à 10 puissance 100, un nombre commençant par 1 suivi de 100 zéros. Un peu plus que le nombre de particules dans l'univers. Il fallait bien ça, cette écriture précise et simple d'une puissance démesurée de milliards, pour organiser ce que ma petite entreprise appelle l'immense volume d'informations désormais disponibles sur le web. Moi, j'algorithmicise un monde de plus en plus immense, à mesure qu'il se numérise. Mon petit soleil numérique est devenu en quelques années la 2e entreprise mondiale, avec une valorisation de 110 milliards de dollars et 50 000 employés. Tout ça pourquoi? Tu crois que c'est pour faire tourner un vulgaire moteur de recherche? Tu te trompes de beaucoup si tu penses que ce n'est que cela. Car je peux beaucoup plus. Et je peux beaucoup plus parce que je veux beaucoup plus. Car je veux aussi et surtout exaucer les désirs les plus fous, ceux auxquels il fallait hier renoncer pour vivre ensemble, n'est-ce pas, Socrate? Car moi, Google, je suis une fenêtre Windows 2.0 et bientôt 3.0, ouverte sur le monde de demain. J'ai embauché les plus grands savants du monde pour que, incessamment, on puisse voir de nos yeux augmentés par les Google Glass toutes les informations sur ici et maintenant, de même que sur ailleurs, hier et demain. Je veux aussi qu'on puisse monter dans une voiture capable de se conduire toute seule, sans accident,
et sans l'assistance d'autres humains. Je veux aussi mettre en service un ascenseur spatial qui permette de se rendre dans l'espace directement depuis la Terre. Et je fabriquerai des steaks in vitro, sans vache, ni sans paix de vache. Beau programme, Caliclès. Me voici quasiment convaincu. Tu es de ceux qui œuvrent à la grande affaire humaine. Être ensemble et vivre mieux. Tu es prêt et tu pourrais même demander à adhérer à l'association convivialiste internationale. J'en connais quelques-uns et je te recommanderais volontiers. Avec un petit chèque d'1 million de dollars, tu aurais des chances. Vraiment, Socrate. Oh, tu le crois? Ou tu te moques? Mais tu pourrais réussir, mon cher Gogol. Il suffirait que je te fasse passer un petit test. Ce serait d'ailleurs un test pour moi aussi, car si tu réussis, je me verrai contraint de reconnaître que je me suis trompé sur ton compte depuis le début. On y va? Allons-y. Ma première question est la suivante. Est-ce que tu penses en écologiste contribuant comme tel au maintien de l'équilibre climatique sans lequel le monde risque de basculer dans le cauchemar? Parfaitement. Je suis un grand écologiste. Rends-toi compte. Pour annoncer le simple, banal, mais heureux événement d'une naissance, il fallait autrefois couper des arbres pour fabriquer le papier nécessaire au faire-part. Il fallait aussi manipuler des sels argentiques extrêmement polluants pour tirer les photos du beau bébé. Ensuite, il fallait extraire du pétrole pour alimenter les camions, les trains ou les avions convoyant les précieuses missives. Il fallait enfin faire des kilomètres à ce pauvre facteur chargé de distribuer les lettres. Aujourd'hui, tu prends autant de photos que tu veux avec ton appareil numérique ou ton smartphone, tu sélectionnes les meilleures, tu les retouches, tu les stockes dans une mémoire très durable, tu rédiges ton message sur l'écran de ta machine, puis tu joins les photos, tu appuies sur le bouton « Envoyer ». Il suffit qu'à l'autre bout du monde, tes destinataires instantanément appuient sur le bouton « Recevoir » pour qu'ils découvrent la joyeuse nouvelle accompagnée de toutes les œuvres d'art que tu as numériquement fabriquées pour célébrer l'heureux événement. Ben, c'est merveilleux, Carnides. C'est presque touchant. Tu veux me dire que Google rend le monde propre et chacun de ses habitants artistes? En effet. Je peux même te dire que c'est la préoccupation de tous mes amis de la Silicon Valley, qui sont en train de redéfinir le monde et les façons d'y vivre. Mais, dis-moi, Caliclès, l'heureux événement dont tu parles s'insère en fait dans des quantités gigantesques de données qui sont constamment mises en circulation et stockées quelque part dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud. Ainsi, en une heure, ce ne sont pas quelques-uns, mais plus de 10 milliards de courriels qui sont envoyés et reçus. Du coup, il faut des dizaines de milliers de data centers, ces gigantesques bâtiments qui abritent des serveurs, pour supporter l'explosion de cette information numérique. Car en plus des gentils mails de faire part, les braves gens téléchargent d'un simple clic ou au contact du doigt des films sur iTunes, regardent l'état de leur compte sur le site de leur banque, envoient un mail avec une pièce jointe, font leurs courses en ligne, postent un message sur Twitter, lisent un journal, sans oublier que quelques-uns piratent au passage les comptes bancaires des autres, et que Big Brother, qui s'appelle aujourd'hui la National Security Agency, en profite pour lire et écouter tout. Je dis bien tout. Ce que les gens se disent. Te souvient-il, monsieur Gogol, que tu avais autorisé un accès direct de tes serveurs à la NSA? J'ai donc du mal à te suivre lorsque tu prétends que ces échanges se font proprement. Quant à ce qu'ils se fassent sans coût, ça m'étonne aussi. Puisque tu classes les informations et que tu prélèves ta dîme au passage sur celles qui apparaissent en premier.
C'est même comme cela, par le page ranking, que tu es devenu riche. N'est-ce pas? Peut-être. Mais cela se fait sans pollution. Oh, et voilà donc notre grand écolo qui oublie que les data centers consomment des quantités gigantesques d'énergie. Ne faut-il pas en effet alimenter ces centres qui d'ailleurs doivent toujours être prêts à fonctionner à plein régime? Ne faut-il pas en plus les protéger d'une toujours possible panne d'électricité grâce à des groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel avec des émissions conséquentes? Au point que c'est justement dans ta Silicon Valley que de nombreux data centers sont répertoriés dans la liste des plus gros pollueurs au diesel. Ne faut-il pas aussi climatiser ces endroits pour que ça ne chauffe pas trop? Ce qui représente près de 40% de leur facture d'électricité. Au total, dans le monde, les infrastructures numériques consomment à peu près 30 milliards de watts. C'est-à-dire l'équivalent de la production de 30 centrales nucléaires, parmi lesquelles il se pourrait qu'on compte un jour un petit Tchernobyl ou un gros Fukushima. Monsieur Gogol, tu es donc un gros pollueur. Tes courriels, tes pourriels et les 100 000 réponses que tu délivres à chaque seconde réchauffent à mort la planète. Et encore, je n'ai pas parlé des autres pollutions causées par toi et tes petits camarades de la Silicon Valley. La pollution par les ondes électromagnétiques, la pollution par les produits toxiques et parfois cancérigènes contenus dans les machines comme le plomb, le mercure, le barium, le beryllium, le cadmium. Et je ne t'ai pas non plus parlé de l'épuisement d'ici 5 à 10 ans des ressources en métaux rares nécessaires pour fabriquer le matériel comme l'indium, le gallium, le germanium, le hafnium. Tes amis de la silicone sont d'ailleurs en ce moment même en train de labourer et d'excaver des pays entiers pour en trouver. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils défendent devant l'ONU les cultes indiens, africains, aborigènes et autres. Parce que pendant que ces braves indigènes s'adonnent à leur gris-gris, eux sont tranquilles. Enfin, j'ai oublié de te signaler l'intense pollution visuelle à laquelle le genre humain est désormais soumis. Ouais, c'est bien, Socrate. J'ai compris, rentre dans ta caverne. Mais tu n'aurais jamais dû en sortir, là au moins tu n'as pas de pollution visuelle. Ah, ben voilà. Merci Caliclès. Tu commences enfin à montrer tes dents et à te révéler pour ce que tu es. Une bête de proie. Quel bel ensemble nous faisons. C'est au moment où tu m'invites à rentrer dans ma caverne que toi, mon grand loup, tu sors du bois. Car tu t'en fiches pas mal de détruire le monde. Ce que tu veux, c'est pouvoir continuer à jouer avec tes joujoux numériques, pourvu qu'ils te donnent l'impression de la toute-puissance et te permettent de clamer Ubi et Orbi. Non seulement je peux répondre à tout, mais je peux exaucer les désirs les plus fous. Cher petit provocateur cavernicole, qui n'a pas encore osé me révéler son nom actuel, mais que je vois venir avec ses gros sabots écolos. Serais-tu devenu un de ces... Un c'est quoi? Un de ces défenseurs des sots. Un lanceur d'alerte, par exemple. Eh oui, pauvre Socrate. C'est inscrit dans ton nom. Il y a le démocrate qui croit que le populo peut se gouverner. Il y a l'aristocrate qui veut que les bien-nés décident. Et il y a le Socrate qui fait confiance aux sots. Et souviens-toi, Socrate, de ce beau syllogisme dans lequel ton nom figure. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ça dit quoi? Ça dit que ça meurt les hommes. Et toi avec. C'est là un problème de l'humanité, non? J'ai même tendance à croire que c'est le plus grand et le plus vieux problème de l'humanité. Et tu peux t'en régler. Ouais.
Comment? En l'an 2012, moi, Gogol, j'ai embauché Ray Kurzweil, le plus grand savant du transhumanisme. Tu sais, cette science qui se propose d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales de l'être humain. J'ai nommé Ray ingénieur en chef, c'est-à-dire chef de tous mes ingénieurs. Et je lui ai donné depuis tous les moyens dont il a besoin. Ray Kurzweil n'est pas un homme ordinaire. C'est un vertigineux crackpot, comme disent les Américains, c'est-à-dire un mec fêlé. En se basant sur les lois de progression de la puissance des ordinateurs et des technologies associées, Kurzweil a prédit qu'un miracle allait se produire vers 2030-2040. La puissance des ordinateurs sera alors suffisante pour simuler un cerveau humain conscient qui, débarrassé des contraintes biologiques, ne tardera pas à s'auto-améliorer. Une boucle de rétroaction s'enclenchera alors, conduisant rapidement à l'émergence d'une intelligence qui sera à l'Homo sapiens ce que celui-ci est aux animaux de l'ère primaire, comme les premiers vertébrés apparus il y a quelques 500 millions d'années. Cette super-intelligence émergeant dans la logosphère marquera une bifurcation critique, une singularité dans l'évolution telle que se créera alors une technologie et une science aptes à résoudre tous les problèmes de l'humanité, et notamment le premier d'entre eux, la mortalité. En téléchargeant par exemple les esprits biologiques vivant vers 2040 sur des supports n'ayant plus les mêmes limites que les hommes. Et qu'en penses-tu, Socrate? Cela n'est-il pas un peu plus désirable que ta vieille métempsychose, où l'on ne sait jamais si on va se réveiller en raton laveur, en ornithorynque, en serpent à sornette ou en hydrocéphale, ou pas se réveiller du tout? Tu m'as présenté un beau syllogisme tout à l'heure. À partir de la même prémisse, j'en connais un autre, encore mieux, écoute bien. Tous les hommes sont mortels. Un âne n'est pas un homme. Donc, un âne est immortel. Conclusion. Ray Kurzweil veut devenir immortel. Donc, c'est un âne. Et toi avec. Vous savez ce que vous allez créer? Si vous devenez immortel, vous et vos copains de la Silicon Valley, vous instituerez une coupure dans la communauté humaine. Votre bifurcation dans la logosphère créera une divergence dans ce qui a toujours été la communauté humaine, la commune humanité. Vous n'êtes pas en effet sans savoir que s'il crée des surhommes, ceux qui resteront ne pourront devenir ipso facto que des sous-hommes. Du coup, votre désir de devenir des surhommes est loin d'être lumineux. Il est infecté, que dis-je, gangréné par le désir de vous imaginer en surhomme face à des sous-hommes. Si c'est ainsi, vous pouvez d'ores et déjà être fiers de vous, avec vos tripatouillages bio-nanotechnologiques. Vous allez peut-être réussir là où les nazis ont échoué. Et vous serez alors au mieux des post-nazis. Et ayant réussi quoi? À devenir des cons d'immortels, comme dans les bandes dessinées. Voire même des cons immortels. Je dis des cons. Parce que vous allez perdre ce qui fait le sel de vie, à savoir la mort. Il ne vous restera plus alors qu'à tenir ce discours. Puisque j'ai perdu la mort, j'ai perdu la peur de la mort. Et puisque j'ai perdu la peur de la mort, j'ai perdu la sublimation de la peur de la mort. Et puisque j'ai perdu la sublimation de la peur de la mort, j'ai perdu l'art qui permet de laisser sa trace. Tout l'art. Mais ce n'est pas tout. Puisque j'ai perdu la mort, j'ai perdu la reproduction sexuée,
et donc la division sexuelle. Et puisque j'ai perdu la division sexuelle, j'ai perdu l'amour. Et puisque j'ai perdu l'amour, j'ai perdu la haine. Et puisque j'ai perdu la haine, l'amour et la mort, j'ai tout perdu. J'ai perdu la vie. Je te parie donc que dès que tu seras immortel, Caliclès, ton seul désir sera de te suicider. Vous voudrez revenir à la condition de mortel, mais ce sera trop tard. Car vous aurez perdu vos corps. Vous errerez comme une bande de cons éternels dans le cloud. Et nous, avec nos corps corruptibles, nous mourrons certes, mais avant, nous rirons, nous pleurerons, nous nous aimerons, nous boirons, nous chanterons, nous danserons, nous déclamerons, comme ce soir. Je ne te retiens plus, Caliclès. Je croyais que toi et les tiens étaient des mixtes de cochons et de loups. Vous n'êtes que des ânes. Ça, je dois l'avouer, ce n'était pas prévu dans mon antique théorie de l'âme. Que ce soit l'âne qui, à la fin de l'histoire, triomphe. Il en.